Bonsoir à tous. Juste quelques mots d'introduction en préambule à cette réunion. Je suis Jean-Yves Milon, directeur médical du laboratoire UPSA. Je vous souhaite la bienvenue au nom d'UPSA et je vous remercie pour votre participation à notre symposium sur le thème « Automédication dans la douleur, l'officine peut-elle être à la hauteur des enjeux ?» UPSA est engagé depuis très nombreuses années auprès des pharmaciens et des médecins dans la prise en charge des patients et en particulier des patients douloureux. Ce symposium est un des reflets de cet engagement qui, au-delà de la mise à disposition au quotidien de nos produits, tous issus de notre usinage, consiste également, en ce qui concerne le département médical d'UPSA, à réaliser des études dans l'objectif d'améliorer les connaissances dans le domaine de la douleur, d'analyser et d'améliorer les pratiques de prise en charge des patients dans un cadre de bon usage du médicament. Alors, cet engagement il est d'autant plus important que la douleur est une des premières causes d'automédication et de demande de conseil, d'où le rôle essentiel du pharmacien et des équipes officinales pour une meilleure prise en charge de la douleur des patients dans leur parcours officinal. Alors, sans vouloir déflorer la suite des débats de ce symposium, qui se déroulera sous un format d'une interview d'experts, je veux simplement vous dire que nous aurons l'occasion ce soir de présenter les résultats d'une étude menée par UPSA, l'étude Optimed 1. Cette étude nous a permis d'effectuer un état des lieux de l'automédication dans la douleur, de la prise en charge au quotidien des patients et de mieux comprendre en fait les besoins de l'officine en matière de formation continue sur la douleur. Dans la continuité de cette étude, UPSA lance également une nouvelle étude, l'étude Optimed 2, dont nous reparlerons tout à l'heure. Pour en discuter ce soir, nous avons avec nous Madame Béatrice Cléraz-Mailloux, pharmacienne et coprésidente de la SFSPO, et le professeur Serge Perrault, rhumatologue et expert de la douleur. Alors, notre session sera interactive et le dialogue entre nos experts sera animé par le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste que vous connaissez tous. Alors, je les remercie tous chaleureusement pour avoir accepté d'intervenir en tant qu'orateur de ce symposium. Une petite dernière recommandation, je vous invite à poser vos questions tout au long de la discussion de nos experts via l'icône Q et R qui se situe en bas de vos écrans. Nous pourrons ensuite y répondre dans la deuxième partie de cette réunion. J'espère que vous apprécierez ce symposium. Je laisse maintenant la place à nos intervenants et vous souhaite une très bonne réunion. Allez, on se retrouve pour parler du sujet de santé publique et d'organisation des soins, automédication dans la douleur. L'officine est-elle à la hauteur? Alors j'imagine que notre experte va répondre oui, on va en discuter parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Les Français sont nombreux à avoir recours à l'automédication. 8 Français sur 10 l'utilisent régulièrement. Cela signifie-t-il qu'ils n'ont besoin ni de médecin ni du pharmacien? L'automédication, théoriquement, les Français sont autonomes, mais on voit bien que le conseil, l'orientation, l'expertise est importante et que finalement, quand on parle d'interprofessionnalité entre médecins, pharmaciens autour du patient, eh bien, c'est peut-être dans ce sujet d'automédication de la douleur que l'interprofessionnalité prend tout son sens. Les pratiques d'automédication dont on va parler sont essentiellement issues d'une étude, Serge, qui est l'étude Optimed 1. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques rappels sur cette étude qui est importante? Oui, très bien. Effectivement, j'ai eu le plaisir de coordonner cette étude avec des pharmaciens, médecins généralistes. Donc l'étude Optimed 1, qui visait justement pour la première fois en France à essayer de comprendre quelles étaient les pratiques autour de l'automédication dans les antalgiques. Donc les antalgiques qui sont une des causes principales de l'automédication. Et donc avec ce groupe de spécialistes, nous avons développé cette étude qui incluait 200 pharmacies. On s'est intéressé dans ces 200 pharmacies à ces patients ou ces clients qui venaient pour de l'automédication antalgique sur déjà les raisons de cette automédication et puis aussi ce qui se passait dans la pharmacie. L'intérêt de cette étude, c'était de voir finalement comment la pharmacie allait répondre à cette question et aussi qu'est-ce que la pharmacie allait mettre en place dans ce processus de réflexion et d'automédication. Avec le profil des patients, c'est ça, ce qui Exactement. Nous donne un état des lieux, voilà. Et une photographie, quelques résultats. Donc on a le profil des patients, mais on a aussi quelles ont été les questions et les réponses que les pharmaciens ont apportées. Alors déjà, le profil, c'est un profil de patient qui vient surtout pour des migraines, des céphalées, aussi donc des troubles musculo-squelettiques, donc des douleurs de tout type. Voilà, on a effectivement des populations à risque, des femmes enceintes, des gens
populations âgées, donc des populations à risque classiques. Et puis, donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir surtout quelles sont les questions qui sont posées et qui sont abordées. Donc, ce qui est abordé, bien sûr, c'est toujours la question des doses, de la posologie et de la fréquence. Ça, on voit que dans 90% des cas, le pharmacien et son équipe répondent à cette question en termes de conseils pharmaceutiques. Après, donc, on a vu que ça va être différent. Et donc, là, on a des items très intéressants qui ont été évalués. Donc, la question de la sécurité, la question des contre-indications. Donc, les contre-indications sont abordées à peu près, on a vu, dans 65% des conseils, des consultations pharmaceutiques ou conseils pharmaceutiques. Ce qui veut dire que dans 35% des cas, elles ne le sont pas. Exactement, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce que la personne qui a accueilli le patient n'a pas jugé que c'était nécessaire. Donc les contre-indications, les interactions médicamenteuses, c'est à peu près le même pourcentage, c'est 63% des cas où on va parler qu'est-ce que vous avez comme autre médicament ou autre substance qui pourrait interagir. La question de la tolérance, est-ce que vous avez déjà pris ce médicament, comment vous le tolérez? Et puis donc ça a été... je dirais de façon globale, et puis on a des études des analyses un peu plus fines sur est-ce que ces questions sont abordées de façon plus importante chez les groupes à risque, et là c'est la bonne surprise, effectivement on a quand même des pharmaciens et une équipe qui est tout à fait formée, qui quand il y a une population à risque, âgée, femmes enceintes, etc., va poser ces questions de façon beaucoup plus importante. Donc ça c'est important. Après, la nouveauté de cette étude, je crois que ça n'avait jamais été évalué, c'est dans quel pourcentage de cas ces personnes qui viennent en officine pharmaceutique sont repérées comme des personnes qui justifient d'un avis médical. Et ça, c'est très intéressant. On a vu qu'à peu près 30% de ces personnes qui venaient pour soulager leur douleur, l'équipe officinale a jugé qu'il fallait un avis d'un médecin. Donc on voit bien, la collaboration, elle se fait tous les jours, et tous les jours, les pharmaciens réadressent des patients vers les médecins. Donc ça, c'est important. Avec un parcours de soins, finalement, d'automédication, de gens qui ne seraient pas forcément allés chez le médecin d'ailleurs, donc ça permet d'avoir une espèce de rattrapage. Tout à fait. Et pour finir, ça c'est peut-être la donnée la plus intéressante, c'est que chez ces personnes qui viennent pour une automédication liée à la douleur, il y a vraiment 15% qui sont des patients jugés à risque par l'équipe officinale, soit à risque par le contexte, soit à risque par le terrain, soit par le comportement. Donc il y a 15% quand même, ce qui, vu la population qui vient tous les jours pour réclamer des antalgiques en pharmacie est importante, 15% qui sont vraiment ces personnes qu'on doit identifier et qu'on doit suivre avec tous les professionnels de santé. Donc une étude vraiment fondamentale qui nous permet de poser des jalons pour les études ultérieures, et notamment Optimed 2, qui va maintenant intégrer tous ces éléments-là pour voir qu'est-ce qu'il faut faire comme formation à partir de ces données, former mieux l'équipe officinale sur tous ces éléments, contre-indication, drapeau rouge, polymédication, interaction médicamenteuse. Et on en reparlera d'Optimed 2, et d'ailleurs n'hésitez pas, vous allez recevoir l'engagement de participation à Optimed 2, et on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission et un peu plus tard. Merci pour ce point sur Optimed 1. J'aimerais, Serge Perrault, que vous nous fassiez une espèce de photographie, un peu un état des lieux de l'automédication en France. Je disais, 8 Français sur 10 l'utilisent en 2020. Quel type de pathologie, quel type de patients y ont recours? Quelle est cette photo de départ? L'automédication, effectivement, c'est un sujet d'importance. Je pense que la plupart des patients doivent se soigner, et s'ils se soignent bien eux-mêmes, je pense que leur santé sera meilleure. Donc, participer, nous, médecins, avec les pharmaciens, à cette éducation, à cette prise en charge des patients par eux-mêmes et savoir bien se soigner, c'est un élément fondamental. Alors, dans quelle situation retrouve-t-on le plus l'automédication? Dans des situations du quotidien, c'est-à-dire d'abord les migraines, les céphalées. C'est un des premiers recours, c'est ça, les maux de tête. Oui. Je reprenais une étude, 46% de l'automédication, c'est justement pour les céphalées ou pour les maux de tête. C'est vraiment le motif numéro 1. C'est un motif très important. À côté, il y a bien sûr des motifs plus infectieux, les rhumes, les grippes, les infections ORL, voilà. Et puis arrive ensuite la douleur, les douleurs musculo-squelettiques qui sont très fréquentes, l'arthrose, le mal de dos, les tendinites, c'est donc les motifs quotidiens de consultation et de demande d'avis en pharmacie. Voilà.
Est-ce qu'on a vu avec la crise Covid, on a vu que les comportements des Français avaient peut-être changé, y compris d'ailleurs dans le monde du travail, il y a de plus en plus de travail à la maison. Est-ce que vous, à l'officine, Béatrice, vous avez vu cette demande augmenter, par exemple, devenir un peu différente, avec des motifs de recours à l'automédication qui auraient pu changer? Alors, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y avait une augmentation de la demande en automédication. D'abord parce que, je vous rappelle qu'en début de crise, un certain nombre de cabinets médicaux n'étaient pas disponibles. Il a fallu s'organiser face à cette pandémie. Et forcément, le premier recours, c'est le pharmacien d'officine. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que on est disponible sans rendez-vous, pratiquement, 7 sur 7, 24 sur 24, parfois des pharmacies dans Paris. C'est vrai, 22 500 officines, donc il y a un maillage territorial. Voilà, il n'y a pas de désert pharmaceutique, c'est important de le rappeler. Et puis, donc on a vu, si vous voulez, effectivement cette demande accrue. Dentalgie, et vous le rappeliez à juste titre, c'est la première demande en officine d'automédication. Alors, effectivement, la question est assez provocatrice. Donc, les pharmaciens sont là pour répondre à cette demande, ont les compétences pour répondre à cette demande, avec par contre une demande d'organisation maintenant d'automédication. Et ça, je pense que c'est le sujet dont on va débattre aussi aujourd'hui. Comment améliorer finalement cette réponse que vont donner les officinaux à cette demande de plus en plus croissante? Ça veut dire quoi, organisation? Il y a un mot qui a été lâché par Serge, qui est le mot consultation. Alors, ce n'est pas des consultations qui sont faites à l'officine, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un espace dédié. On ne peut pas faire ça au comptoir. Comment ça se passe? Alors non, un espace dédié non, parce que si vous voulez, ce que viennent chercher les gens quand ils viennent pour de l'automédication, c'est justement de ne pas avoir de consultation et d'avoir une réponse rapide. Donc l'exercice n'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'on a 3 minutes pour convaincre. Et 3 minutes pour passer tous les messages de bon usage, de respect de la posologie, de contre-indication, d'identification de personnes à risque ou de situations à risque. Donc quand on y réfléchit, c'est pas si anodin que ça, et il va falloir se donner les outils pour aller là-dessus. Mais je ne parlerai pas de consultation, en tout cas, ça c'est sûr. 3 minutes pour pouvoir faire, ce qui est clé, c'est l'évaluation pharmaceutique. On a parlé de personnes à risque. On en reparlera parce qu'il y a certaines réticences, notamment des médecins qui disent « mais attendez, c'est un diagnostic médical, on ne peut pas le faire à l'officine ». Est-ce que la formation, par exemple, des officinaux est suffisante pour pouvoir ni surestimer, ni sous-estimer, par exemple, la gravité d'un symptôme? Alors, je pense qu'une formation n'est jamais suffisante. C'est-à-dire qu'on en a besoin de manière récurrente, et un certain nombre d'études montrent que lorsqu'on a une formation, il y a un pic, si vous voulez, d'efficacité, et puis après ça redescend. Donc il faut absolument se former de manière régulière. Si je devais faire un parallèle avec les médecins sont des médecins généralistes. Nous sommes des généralistes du médicament, mais aussi des pathologies, puisque vous voyez bien qu'on est interpellé par les patients pour un certain nombre de choses. Donc il faut à un moment donné pouvoir se former sur un certain nombre de sujets pour pouvoir répondre de la manière la plus sécurisée, et vous le rappeliez, être capable en très peu de temps d'identifier des situations à risque ou des personnes à risque et finalement donner le bon conseil à la bonne personne au bon moment. C'est ça qui est important et ça va être l'enjeu aussi de ces formations. Et ça, l'officine s'y prête parce que la contrainte de temps, la contrainte de la file d'attente, beaucoup de monde, etc. Alors je sais que vous avez des espaces de confidentialité. Est-ce que pour un simple recours à du paracétamol, à une douleur, alors aiguë ou chronique, vous allez parfois avoir une espèce de petit drapeau rouge et dire mais attendez, on va en discuter, on se met un peu à part dans un espace de confidentialité et on va essayer d'aller un petit peu plus loin? Alors, vous avez parlé effectivement des drapeaux rouges et je pense que c'est peut-être là les points de vigilance qu'il va falloir avoir. Et de toute façon, on a bien vu qu'il y a eu différents épisodes qui nous ont un petit peu rappelé à l'ordre sur les médicaments. Je vous rappelle le relistage, c'est-à-dire la codéine qui était en vente libre, qui a été remise sur ordonnance, le paracétamol qui est repassé derrière les comptoirs. Donc, ça nous rappelle à l'ordre pour nous dire que, attention, ce sont des médicaments, ce ne sont pas des bonbons, donc il y a un certain nombre de choses et de précautions à prendre, de messages à faire passer. Mais encore une fois, quand on est dans l'automédication, dans la demande de conseil, il n'y a pas besoin d'espace de confidentialité, sauf très ponctuellement, quand effectivement il y a un problème bien particulier, il faut prendre un peu plus de temps. Mais sinon, ce qu'attendent les usagers, les patients, c'est vraiment une réponse rapide à leurs besoins. Et puis, il va falloir, je pense, qu'on aille plus loin à un moment donné dans cette automédication, qu'on réfléchisse à des parcours et qu'on puisse faire le lien avec les médecins. Parce que la problématique aujourd'hui de l'automédication, c'est qu'on ne remet pas de documents écrits aux patients. Et donc, quand ils vont ensuite chez le médecin,
ils sont souvent pas capables de dire ce qui a été fait en amont chez le pharmacien. Il n'y a pas de lien particulier. Alors qu'il y a un lien finalement entre les médecins et le pharmacien dans le sens descendant, puisque c'est l'ordonnance, mais il faudrait aussi dans l'autre sens qu'il puisse y avoir une fiche de liaison. Exactement. Et puis peut-être aussi qu'il faut que nous, on apprenne de manière systématique et dans des cas particuliers, peut-être pas tout le temps, à demander la carte vitale aux patients pour pouvoir alimenter le dossier pharmaceutique quand ils en ont un et mettre justement ces médicaments en automédication, ce qui sera une sécurité supplémentaire. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui n'est pas le cas. Le paracétamol, par exemple, on en prend, ce n'est pas inscrit dans le DP, dans le dossier pharmaceutique. Alors, si on ne fait pas la démarche de demander la carte vitale aux patients, ça n'est pas inscrit. Or, à un moment donné, on doit aussi, nous, avoir des alertes. Quand vous avez des patients qui viennent, par exemple, tous les 2 jours pour une demande d'antalgie, à un moment donné, il faut se poser et savoir réorienter le patient parce qu'on sait bien aussi qu'il faut éviter la chronicisation de cette douleur, réorienter rapidement à ce moment-là et qu'il y ait une prise en charge médicale qui n'est plus la prise en charge du pharmacien à ce moment-là. L'automédication, Serge, ça vous inquiète, le fait qu'il y ait cette chronicisation des demandes? Et ce que dit Béatrice est plutôt rassurant, c'est-à-dire que le pharmacien est un partenaire dans un parcours de soins, finalement. Ça lève certaines craintes que le médecin que vous êtes de la douleur pourrait avoir sur cette autoconsommation un peu d'antalgique? Non, crainte, je n'ai pas vraiment de crainte. Je pense qu'il faut faire confiance aux patients. Je dirais surtout que ce n'est pas les mêmes personnes. Hein. Les patients, ou même, ce n'est pas forcément des patients, je dirais des clients qui viennent en pharmacie, ne sont pas forcément des gens malades, ce sont des gens qui ont des symptômes. Hein, il y a à peu près, je crois, 4 millions de personnes qui fréquentent les pharmacies tous les jours. Donc, heureusement que ces 4 millions ne viennent pas voir les médecins. Ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Donc, je pense qu'on n'est pas sur le même public. Et l'importance du pharmacien, c'est de repérer dans ce public, de ces 4 millions de personnes qui ont des symptômes et parfois tout à fait banaux, de repérer ceux qui sont des malades et là qui devront avoir effectivement un lien avec le médecin pour dépister le mésusage, l'abus, les noms d'indication ou au contraire des signaux d'alerte. Quelqu'un qui a des migraines et qui tout d'un coup a des migraines de plus en plus importantes, il faut probablement un avis médical. Donc je pense que ce n'est pas la même population, mais là le pharmacien a un rôle de sentinelle. Et moi, je compte beaucoup sur les pharmaciens sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a une collaboration qui se développe de plus en plus. À la Société française de la douleur, on a d'ailleurs maintenant un groupe de pharmaciens qui travaillent sur des formations, sur des drapeaux rouges, sur des petits algorithmes. Sur des algorithmes décisionnels à l'officine qui sont validés par les sociétés scientifiques des deux corporations. Exactement. Parce que finalement, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est le boulot du médecin que de faire du diagnostic. Ces drapeaux rouges comme ça, c'est toute la démarche diagnostique qui finalement n'est pas enseignée en formation initiale. Est-ce que c'est possible, en formation continue ou en rattrapage, d'avoir un peu ces drapeaux rouges comme ça dans des algorithmes, des arbres décisionnels? C'est quelque chose sur lequel, en tout cas, les sociétés françaises travaillent. Oui, tout à fait. Il y a eu des algorithmes sur les migraines et céphalées qui ont été développés conjointement par les pharmaciens et les médecins et la société de migraines et céphalées. Puis je pense que les algorithmes, il faut les partager entre tous les professionnels de santé, hein, y compris les infirmières, les kinés. Je crois que le corporatisme médical, c'est fini et on est plutôt là autour du patient. Chacun a son rôle et l'algorithme, il faut que tout le monde s'en saisisse pour justement saisir le patient dans son parcours. Parce que des fois, il ne va même pas voir le pharmacien, il va aller voir des personnes qui lui vendent des plantes, etc. Et la seule personne qu'il va rencontrer, ça peut être le kiné ou une infirmière. Et ce sera cette personne-là qui sera la sentinelle. Mais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit, qui est important, parce que vous parliez de diagnostic. Donc il faut quand même rappeler que nous ne devons pas faire de diagnostic à l'officine. Nous répondons à un besoin avec un symptôme. Et plutôt que de parler d'arbre décisionnel, moi je parlerai d'arbre d'orientation conseil. Parce qu'un arbre décisionnel, à la fin, ça vous dit « tu dois faire ça ». Là, le pharmacien, il est capable de choisir, en fonction des drapeaux rouges, en fonction du questionnement, de prendre une décision sur telle prise antalgique ou sur telle réorientation. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour être sûr de ne pas se louper, quelque part. Et cette notion de réorientation, elle est capitale, parce qu'on sait que c'est parfois difficile pour le pharmacien d'avoir des rapports avec le médecin, de pouvoir l'appeler, il n'est pas toujours disponible, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui s'améliore? Est-ce que c'est une vraie réticence des pharmaciens ou un problème d'organisation des soins? Ou finalement, c'est assez facile à l'officine de pouvoir réorienter un patient et éventuellement, vous parliez de la fiche de liaison, mais ça peut être un coup de fil au médecin qui est dans la rue d'à
côté. Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé sur le territoire ou ça reste quand même au cas par cas? Non, alors en fait, ça dépend vraiment de la situation. C'est-à-dire qu'on peut aussi passer par le patient pour réorienter. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas dans une situation d'urgence, le conseil, c'est de dire au patient, écoutez, là, il faut quand même prendre rendez-vous avec un médecin, que ce soit un médecin spécialiste ou un médecin généraliste. En revanche, dans une situation d'urgence, il ne faut pas hésiter à décrocher son téléphone, il n'y a rien de plus rapide, et d'appeler le médecin en expliquant la situation. Donc vraiment, il faut s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face et de la situation qu'on a en face. On parlait de patients à risque. C'est qui les patients à risque? Alors, quand on parle de patients à risque, on peut penser donc aux femmes enceintes qui ont des contextes particuliers, aux jeunes enfants, aux personnes âgées. Si on parle par exemple que du paracétamol, pour ne citer que lui, on sait bien qu'on va adapter la dose chez les personnes âgées et ça va être différent en fait de ce qu'on va donner à des personnes adultes classiques. Donc il faut être capable d'identifier ces personnes-là. Et puis il y a aussi des situations à risque. Vous pouvez avoir des personnes qui ne sont pas des personnes à risque, mais qui à un moment donné vont se retrouver dans une situation qui va nécessiter de notre part une attention plus particulière. Donc tout ça, c'est un exercice parce que dans leur parcours de vie, de soins, ils sortent d'interventions chirurgicales. Exactement. Où il y a un contexte... Exactement. Il y a des comportements à risque aussi. Exactement. Voilà. Aussi. Terrain à risque, situation à risque, comportement à risque. Des personnes avec un risque d'addiction. Oui. Donc l'addiction se retrouve avec tous les médicaments. On a des patients, notamment dans les céphalées chroniques, des patients qui sont en mésusage majeur dentalgique. Alors, dans une population à laquelle on ne pense pas, j'étais assez étonné, sont les étudiants qui sont des gros consommateurs. 75 à 90% des étudiants consomment, notamment, et Serge, vous venez de le dire, pour des céphalées. On ne pense pas, a priori, à un étudiant en bonne santé, sportif, etc. Et pourtant, c'est aussi une population à risque s'il y a la récurrence et s'il y a cette limite de comportement addictif. Tout à fait. Et puis, c'est une population qui ne va pas voir les médecins, donc ça, c'est clair. Donc, c'est une population particulièrement importante pour les pharmaciens qui... Et généralement, cette population ne demande pas d'avis non plus, donc c'est des personnes qu'il faut attraper donc quand on va dépister justement un comportement dangereux pour leur santé. Souvent, les médecins voient un peu le pharmacien comme un concurrent. Je me fais toujours l'avocat du diable. Mais il y a cette espèce de jeu à somme nulle. Alors finalement, c'est un jeu à somme variable où tout le monde a à gagner. Ce n'est pas des patients que vous prenez, comme Serge le disait, aux praticiens. C'est important, les étudiants, ils ne consomment pas de médecin. Ils ne vont pas voir le médecin. C'est un bon argument, ça, pour placer le pharmacien dans la chaîne de soins et pouvoir dialoguer avec le médecin en disant de toute façon, c'est des patients que vous n'auriez pas vus. Non, mais vous voyez, là, c'est un très bon exemple qui permet de montrer que l'automédication, ça peut être aussi un moyen, à un moment donné, de réintégrer des gens dans un parcours de santé, en fait, et qui échappent à ce parcours de santé. Donc là, typiquement, les étudiants, c'est le bon exemple. Et là, si vous voulez, c'est effectivement un travail que nous devons faire et un repérage. Donc, pour ces personnes-là, quand on estime qu'à un moment donné, il faut une prise en charge médicale, il ne faut pas hésiter à les réorienter, voire à solliciter des médecins avec lesquels on travaille pour une prise en charge de ces patients en particulier. Donc, non, plutôt que de parler de concurrence, je crois qu'il faut vraiment être maintenant dans un exercice coordonné. On parle beaucoup dans les pathologies chroniques d'exercice coordonné. On pourrait l'imaginer à un moment donné dans l'automédication et de toute façon, on est complémentaires. Donc il n'y a pas de concurrence, il faut arrêter de voir de la concurrence entre médecins et pharmaciens. J'avais dit que c'était l'avocat du diable, la question de l'avocat du diable. Question rémunération, pour ce conseil-là, les pharmaciens sont rémunérés? Non, en fait, si vous voulez, le conseil est gratuit, mais finalement la rémunération, elle vient de la vente de la boîte. Et puis je crois aussi qu'à un moment donné, le bon conseil, c'est de refuser la vente. Quand on estime que ce n'est pas nécessaire et que la réponse à la demande, ce n'est pas le médicament. Je crois que là aussi, il faut être clair. Le bon conseil, c'est aussi parfois de refuser la vente d'un médicament. C'est savoir placer ce curseur. Exactement. On revient sur la crise Covid avec ces lombalgies, ce télétravail qui va se développer et qui va perdurer. Ça, c'est un vrai phénomène de société, c'est des vrais changements que vous appréhendez à l'officine aussi? Alors, de toute façon, je crois que vous ne me contredirez pas. La lombalgie, c'est un problème qui existe. Alors peut-être ça a été, depuis longtemps, ça a été exacerbé par la crise, le télétravail, mais est-ce que c'est quelque chose qui est monté en flèche par rapport aux autres types de douleurs? Je suis pas sûre de cela. Je pense que ça reste relativement équilibré. Alors après, l'accès aux médecins,
était moins possible. Donc il y a ça aussi qui fait qu'il y a sûrement eu plus de demandes à l'officine parce que les médecins généralistes n'étaient pas là, les spécialistes c'était compliqué. Et donc encore une fois, ceux qui sont restés au front ouverts en permanence depuis le début de cette crise, c'était les officines, c'était les pharmaciens. Donc on a eu plus de demandes. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi refuser le médicament ou c'est donner le médicament, vendre le médicament, mais donner aussi ce qui est en conseil autour. Et par exemple, sur le télétravail, la lombalgie, on sait qu'il y a des problèmes de posture, d'ergonomie, de où est-ce que vous travaillez, etc. C'est des choses, cet accompagnement, conseil, c'est aussi l'accompagnement de la vente du paracétamol, par exemple? Alors, il faudrait que ça le soit, mais il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas forcément ce que viennent chercher les patients quand ils viennent pour une demande d'antalgie et de conseil. Il faut qu'il y ait une réponse rapide, il faut que ce soit efficace immédiate, tout de suite, pilule, immédiate. Quand on peut faire ce conseil, cet accompagnement sur des conseils hors médicaments, d'accord, c'est bien et tant mieux parce qu'on a une prise en charge globale. C'est pas toujours aussi simple de le faire. Quand on regarde les chiffres, on parlait avant ou après Covid, quand on regarde les chiffres tendanciels, l'augmentation des ventes de paracétamol, c'est une tendance depuis les années 2006. Je regardais depuis 2006 jusqu'à 2015, la courbe est ascendante. Donc il n'y a pas de raison qu'elle casse, mais on est finalement sur une demande qui est assez récurrente. On parle beaucoup de complémentarité depuis le début de cette émission entre médecins et pharmaciens autour du patient, de parcours de soins aussi. On a parlé un tout petit peu de la formation initiale et du développement professionnel continu, de la formation continue. Quid de la formation initiale chez les pharmaciens et puis chez les médecins de cette ouverture d'esprit, Béatrice? Alors, chez les pharmaciens, on a une obligation de formation triennale, donc tous les 3 ans, mais ça ne concerne, si vous voulez, que des programmes qui sont validés par l'Agence nationale du médicament et c'est très rarement sur l'automédication. Ça veut dire que lorsqu'on veut se former sur l'automédication, il faut le faire soi-même et souvent on a l'industrie pharma qui nous aide et il faut reconnaître que quand même ce sont les mieux placés pour nous aider à ce sujet-là et je pense que là on peut aussi dire un mot, c'est-à-dire que vous savez bien que le contexte avec l'industrie pharma, on diabolise un peu l'industrie pharmaceutique. Moi ma position est très claire et au niveau de la SFSPO elle l'est aussi, c'est-à-dire que ce sont des partenaires à part entière, à nous d'utiliser ce partenariat de manière correcte et pour ma part il me semble qu'en termes d'automédication, c'est vrai que travailler avec eux pour nous aider dans cet accompagnement, construire des formations pour aider les équipes officinales, ça me semble aujourd'hui une des solutions. Quelques mots sur la formation initiale, oui. Insuffisante en pharmacie clinique? Non, en pharmacie clinique, elle n'est pas insuffisante. Après, on est sur le registre de l'automédication et d'avoir les bons réflexes, qui est encore autre chose. Et on a peu d'heures là-dessus, dans nos études de pharmacie. Ça arrive... Peu d'heures qui correspondent à la pratique finalement au comptoir. C'est ça, et ça arrive très tard dans nos études. Donc après, c'est l'expérience qu'on peut acquérir au contact des patients et au contact de l'équipe. Hein. C'est aussi, on s'auto-émule, si je puis m'exprimer ainsi. C'est cette notion d'expérience. On reviendra sur la formation et sur le développement professionnel continu avec une étude Optimètre 2 qui est à la fois une étude et en même temps des modules de formation. Question à Serge Perrault sur cette formation initiale à cette ouverture. Alors sur la prise en charge de la douleur, oui, les médecins sont formés, mais c'est sur cette complémentarité avec les pharmaciens, sur ce parcours de soins un peu nouveau, où est-ce qu'on en est ? On en est très bas. Hein. Moi qui suis enseignant justement de thérapeutique, ce que je peux dire, c'est déjà sur la douleur, l'enseignement est limité, 20 heures en 6 années, bientôt 5 années de médecine sur douleur et soins palliatifs, c'est pas beaucoup. Et alors sur l'automédication, encore moins. Ça fait l'objet surtout d'une heure de cours où on va surtout insister sur les risques. Mais je pense qu'avant de parler des risques de l'automédication, il faut surtout parler de comment éduquer les patients, comment travailler avec les pharmaciens, comment intégrer ça dans un système. Et ça, il y a très peu d'enseignements. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur cette ouverture. Donc l'ouverture, elle se fait surtout par les liens qu'on a avec les pharmaciens. Et il y a à l'heure actuelle beaucoup de travaux communs. Ça, c'est une belle chose, de ces algorithmes dont on parlait tout à l'heure qui sont développés ensemble, ou ces fiches de conseil d'orientation, mais aussi beaucoup de travaux, de formation, où depuis quelques années, on travaille ensemble. Où est-ce qu'on en est de la formation initiale commune ou de formation continue commune? C'est des choses qui existent?
Alors, pas suffisamment, ça existe, mais pas suffisamment. Et peut-être que c'est une des réponses à ce que vous évoquiez tout à l'heure, la concurrence médecins-pharmaciens, et que peut-être mettre un point final à ça, c'est arriver à avoir des formations communes. Enfin, moi, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on y arrivera. Alors, il y a effectivement des formations communes, mais plutôt sur des pathologies chroniques. Sur l'automédication, on n'en est pas encore là, mais peut-être que c'est un travail que la SFSPO devrait faire en partenariat avec la SFETD ou d'autres sociétés savantes. Mais je suis convaincue que c'est comme ça qu'on y arrivera. Serge, ça reste des initiatives très marginales liées à finalement des réseaux d'enseignants thérapeutiques, de pharmaciens qui s'entendent bien et qui disent tiens, on va essayer de développer, de porter la bonne parole. Ça reste ponctuel. Alors en première année de médecine, enfin maintenant ça s'appelle l'année commune des études de santé. Oui, c'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt, mais il y a quand même un enseignement là qui est commun et auquel je participe, où on est pharmacien, pharmacologue et thérapeute, mais c'est trop tôt, hein, c'est 40 heures maintenant réduites à 24 heures. Puisqu'il faut tout réduire de plus en plus. Et donc, en première année, je pense que c'est un peu trop tôt pour avoir une vision d'ensemble. Mais... Est-ce qu'on a une idée parce qu'on parle des bienfaits, de l'utilité, de la complémentarité, on a parlé aussi beaucoup des risques. Ils sont chiffrés, ces risques de l'automédication Alors oui, là les risques de l'automédication sont chiffrés sur certains médicaments. Hein, on sait les risques liés au paracétamol, à l'ibuprofène, à différentes substances, différents médicaments. Ils sont chiffrés. Maintenant, ce qu'on sait moins, c'est les facteurs de risque. Hein, ça, c'est plus difficile. Comment identifier les personnes de façon précoce pour prévenir ces risques liés à l'automédication. On sait que la polymédication est un facteur de risque. Les sujets âgés qui sont déjà traités par de très nombreux médicaments, quand on rajoute de l'automédication à cette polymédication, ça va être un facteur de risque, ça c'est sûr. Où est-ce qu'on en est justement de l'évaluation de la polymédication et notamment de ces bilans de médication? C'est un peu le serpent de mer. Alors, il y a des outre-Atlantique, hein, les Canadiens sont très avancés, les pharmaciens, il y a des bilans comme ça réguliers pour les personnes âgées. Je crois que c'était inscrit aussi dans la loi en France. Où est-ce qu'on en est? Alors, malheureusement, on n'en est nulle part parce que c'est très compliqué à mettre en place dans les officines. En plus, la Covid a donné un coup d'arrêt à tous ces entretiens pharmaceutiques qui existent. Mais effectivement, les bilans partagés de médication permettaient aux pharmaciens, dans des contextes particuliers de personnes polypathologiques, polymédiquées, de faire un point sur tous les traitements, sans oublier bien évidemment l'automédication, et on insiste là-dessus. Donc ça peut être une piste, mais on est dans un contexte particulier avec des critères d'éligibilité des patients qui ne sont pas pour le tout venant. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus. Mais moi, je voulais quand même aussi revenir sur quelque chose. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'automédication ou éventuellement de parcours, il y a un troisième acteur dont on n'a pas parlé, qui est l'usager lui-même ou le patient. Et je pense que là aussi, il y a un vrai travail de pédagogie à faire pour expliquer qu'un médicament, ce n'est pas un bonbon, qu'il y a des effets secondaires. Hein, on l'a vu avec le paracétamol. Et puis, n'oubliez pas aussi que les patients vont sur Internet chercher des informations et que je pense qu'aujourd'hui, le rôle aussi des professionnels de santé, c'est de pouvoir orienter les patients ou les usagers vers des sites d'information fiables. Donc, il faut que nous-mêmes, nous fassions ce travail. Ça fait peut-être aussi partie des formations, finalement, et qu'on puisse réorienter les patients qui ont également un rôle à jouer pour se prendre en charge vers des sites d'information fiables. Oui, ce qui permettrait de gagner en plus du temps pour pouvoir ensuite dédier le temps à la consultation chez le médecin ou vous au comptoir sur les choses essentielles. Quelques mots, vous l'avez effleuré avec ce module de formation, ça s'appelle Optimed 2, ça veut dire qu'il y avait Optimed 1. Optimed 1 qui faisait une espèce d'état des lieux, qui montrait le besoin de formation des pharmaciens. Et là, on en est à Optimed 2. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, Optimed 2, c'est donc une étude qui sera nationale, multicentrique, qui va être menée auprès des pharmaciens et des équipes officinales et qui va permettre d'évaluer l'impact d'une formation sur les équipes officinales. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, parce que effectivement, c'est bien de se former, mais si on n'évalue pas derrière l'impact de cette formation, d'abord savoir comment les gens, le contenu de la formation et ce qu'ils en ont fait derrière. Avant-après. Eh bien oui, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc ça va être tout l'intérêt de cette étude Optimed 2. Et là, la SFSPO va être aussi motrice parce que je pense qu'on a aussi besoin de ce genre de choses pour montrer que voilà, c'est nécessaire de se former, qu'il y a pour être dans la qualité. Parce que je vous rappelle aussi
que dans les objectifs du Conseil de l'ordre des pharmaciens, tout ce qui est processus de qualité, ça va devenir obligatoire et donc il faut engager les équipes officinales dans ces process et typiquement sur l'automédication, il faut y aller aussi. On parle beaucoup d'équipes officinales. Alors Serge parlait des docteurs en pharmacie, vous êtes docteur en pharmacie, mais il n'y a pas que des docteurs en pharmacie, il y a aussi les préparateurs. Ça veut dire que cette formation, elle doit être beaucoup plus large que les pharmaciens et que les facultés de pharmacie finalement. Alors complètement, je crois qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Dans les officines, il n'y a pas que des pharmaciens, il y a également des préparateurs et que nous devons finalement de leur donner les moyens de monter en compétences et de les accompagner parce que quand un patient rentre dans une officine, il peut être pris en charge par un préparateur, par un pharmacien. On va être clair, il n'y a pas toujours un pharmacien derrière un préparateur et donc il faut qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les patients. Quelle que soit, j'ai envie de vous dire, la pharmacie où les gens vont, quelle que soit la personne qui prend en charge dans les pharmacies, il ne faut pas qu'il y ait de perte de chance pour les patients. Il y a une espèce de gradation, c'est-à-dire que le préparateur serait peut-être là au comptoir à pouvoir repérer les gros drapeaux rouges et puis quand il y a un drapeau rouge, passer la main au pharmacien, c'est quelque chose qui est envisageable aussi, donc avec peut-être 2 niveaux de formation. Alors c'est compliqué à mettre en place, d'abord parce que, encore une fois, si vous voulez, on revient quand une personne vient à la pharmacie pour une demande de conseil, il faut que ce soit rapide, efficace, elle n'a pas forcément envie d'attendre la prise en main 3 minutes. Et non, par le pharmacien, donc non, je crois que vraiment, il faut donner les mêmes moyens et puis après, charge au sein de l'équipe à faire en sorte que cette prise en charge soit de qualité égale. Quand vous parlez d'outils numériques, on peut imaginer une petite tablette avec une évaluation à l'officine et même à la maison pour le patient pour pouvoir suivre, notamment dans le cadre des douleurs chroniques, c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Ça, c'est encore autre chose parce que je pense que le suivi du patient, après, il faut un retour. Et là, je ne sais pas si le pharmacien aura le temps. Enfin, là, on est dans des processus plus compliqués. Mais la tablette numérique à l'officine pour des drapeaux rouges sur les migraines et céphalées, c'est quelque chose qui est fait, qui maintenant est disponible. Donc, c'est exactement ça. Un outil très simple que justement on peut partager en pharmacie. Autant les préparateurs, on a voulu que ça puisse être partagé par toute l'équipe officinale. Et le projet Optimed 2, c'est exactement ça. Toute l'équipe officinale, on a fait une formation qui s'adapte à toute l'équipe et à tous les niveaux de connaissances. Donc l'étape d'après, ça serait le petit bouton envoyé au médecin, de toute façon à ce que le médecin ait une espèce de compte-rendu et que le patient puisse arriver avec ce compte-rendu. Déjà, cette évaluation pharmaceutique, c'est quelque chose qui est... c'est l'étape d'après, quoi. Oui, ce serait dans un monde idéal pour qu'il y ait ce lien, notamment dans des contextes très particuliers où des personnes à risque, comme on l'a vu. Après, si vous voulez, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'on parle d'outils, il faut aussi évaluer la faisabilité de l'utilisation de ces outils dans la pratique officinale, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui existent, il faut le dire, sauf que de temps en temps, c'est très compliqué d'utiliser ça dans notre quotidien. En vie réelle. Donc, il ne faut pas oublier aussi de proposer des choses qui soient utilisables, qui soient utilisées. On va se retrouver pour les questions. Posez vos questions, n'hésitez pas, on va y répondre dans quelques instants. Juste si on avait des messages clés, ou les 3 messages clés, ou les 3 souhaits pour la suite. Ça serait quoi sur la prise en charge de la douleur en automédication à l'officine? Comment on améliore encore les choses? Alors, d'abord, je crois qu'il faut donc vraiment répéter la valeur ajoutée des équipes officinales, puisque c'était votre questionnement. L'officine peut-elle être à la hauteur? Donc la réponse, elle est oui, on a bien compris. Elle peut être à la hauteur, avec bien évidemment des exigences de formation. Je crois que ça, là-dessus, il ne faut pas hésiter, il faut se former. Et puis, il faut s'obliger à être aujourd'hui dans des process de qualité, même sur l'automédication. Et puis peut-être effectivement que l'étape ultime, ce serait de réfléchir à comment je communique cette information potentiellement aux médecins généralistes ou aux médecins spécialistes en fonction du contexte. Ce lien aussi avec les autres professionnels de santé, parce que je parle médecin, mais si un patient est suivi par un kiné ou une infirmière, il faut aussi à un moment donné faire ce lien. C'est là où des outils comme l'espace numérique de santé vont pouvoir peut-être jouer un rôle, ça fait partie de Ma Santé 2022, donc c'est demain Ma Santé 2022. Il y a cet espace numérique de santé et puis dedans il y aura des espèces de briques. C'est là où on pourrait imaginer ces briques un peu de liaison parce qu'on voit bien qu'effectivement c'est ça qui manque, c'est la coordination. Formation, évaluation de la qualité, communication, réseau avec les médecins généralistes, ça c'est vos 3 points clés et vos 3 messages. Avant de demander à Serge qui a le temps de réfléchir à ces 3 messages, la qualité on l'évalue comment ?
Alors, il y a d'abord, il faut s'auto-évaluer pour savoir un petit peu où on en est, un état des lieux. Donc là, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens propose un outil assez simple pour s'auto-évaluer, faire un point. Et ensuite, on choisit les sujets vers lesquels on veut aller, parce qu'on ne peut pas tout faire en termes de qualité en une fois. Et si on décide, par exemple, de s'attacher à l'automédication, eh bien, il va falloir travailler sur des process de l'accueil du patient à la réponse qu'on va donner à sa demande. Des clients mystères qui viendraient. Et pourquoi pas des clients mystères, tout à fait, c'est une bonne idée. Avec un symptôme. Ils sont en avance, les pharmaciens, non, sur les médecins. Vous en pensez quoi, Serge? Non, moi, je suis ébloui, épaté, toujours ébloui par Béatrice déjà. Les trois points clés, les 3 messages, les 3 souhaits pour améliorer encore la sécurité de l'automédication. Alors, je dirais que c'est peut-être des souhaits tout à fait irréalistes, mais je dirais que le médicament, c'est au cœur de notre quotidien. Et je pense que on parle beaucoup de formation, etc. Mais la première formation, c'est quand on va à l'école ou au lycée. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait des cours pour les élèves sur comment la place du médicament, comment le manier. Et je pense que ça devrait déjà commencer à ce stade-là. Voilà. C'est marrant que vous disiez ça, parce que quand j'ai co-présidé la mission d'information avec Béatrice, c'était une des propositions de pouvoir sensibiliser le grand public dès le plus jeune âge aux médicaments et au bon usage du médicament. Donc communication grand public est très tôt. Voilà, communication familiale aussi. Et le médecin de famille, là, je pense qu'il a un rôle. Voilà, parce que c'est aussi tout l'entourage. Hein, quand on va chercher dans la boîte à pharmacie, toute la famille y va. Donc communication à l'école, en famille, et puis je pense qu'aussi peut-être les ordonnances des médecins devraient être un peu adaptées, en intégrant aussi de façon subliminale aussi le rôle du pharmacien dans cette ordonnance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que l'automédication, c'est aussi la médication à la demande, et donc moi je mets matin, midi et soir si besoin, pour des durées courtes ou plus ou moins prolongées. Et là, je dis de revoir avec le pharmacien. De revoir avec le pharmacien s'il faut prolonger ou pas, puisque nous, on a des délais de consultation assez longs. Donc, je pense que le pharmacien est un très bon interlocuteur et il faut l'intégrer dans nos prescriptions. Donc, ça pourrait être à la limite, à titre pédagogique, de rajouter la petite mention automatique sur les ordonnances informatisées. Parlez-en à votre pharmacien ou à voir avec votre pharmacien, ce qui permettrait d'améliorer cette fluidité un peu de communication aussi et de finalement traiter d'égal à égal. Ce qui, dans les faits, est quand même le cas, et les patients ne s'y sont pas trompés. Vous avez posé toutes vos questions, on va y répondre dans quelques instants, nos 2 experts, donc vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes. Allez, rebonsoir à tous. C'est la magie de la télévision et la magie des congrès en virtuel. On se retrouve après cette émission de 40 minutes avec nos 2 experts, Serge Perrault, qui apparaît à l'écran, toujours médecin rhumatologue, professeur de thérapeutique, et Béatrice Clairaz, pharmacienne, qui est avec nous, qui apparaît. Voilà, la magie de l'écran. Et on va répondre, parce que ça a suscité un certain nombre de questions. On va répondre à ces questions justement en direct. On va prolonger cette émission autour de l'automédication. Et on l'a bien vu, hein, on est vraiment sur un changement un peu de paradigme, on est vraiment sur de l'interprofessionnalité. Le sujet de l'automédication, c'est peut-être le sujet en or pour commencer cette interprofessionnalité et appeler de nos voeux ce parcours de soins finalement assez fluide du comptoir de l'officine à la maison, en passant chez le médecin ou pas, en tout cas, qu'il y ait cette fluidité de parcours et que ça soit vraiment des interlocuteurs et des professionnels de santé au service de nos patients. Bonsoir Serge, bonsoir Béatrice. Et je vais vous passer la main, les uns après les autres en fonction des questions. Première question, le pharmacien doit dispenser le même discours que n'importe quel membre de l'équipe officinale, et notamment les préparateurs, on en a parlé dans l'émission. Comment peut-il gérer les connaissances de tous les collaborateurs ? Béatrice, question pour vous.
Ah bah oui, question pour moi, mais je répondrai en disant que c'est le devoir d'un chef d'entreprise de s'assurer de la façon dont ses collaborateurs travaillent. Et puis c'est un travail d'équipe, donc il ne faut pas hésiter régulièrement à faire des réunions d'équipe, à mettre à disposition des outils simples. Et je pense à un en particulier que je vais citer parce que c'est quelque chose qui est facile à utiliser et à disposition pour toute l'équipe. Ça s'appelle Défi Médoc. Et d'ailleurs, on l'a utilisé dans Spot. C'est des petites questions très courtes. Vous savez, des fois, la pédagogie, la formation, c'est de la répétition et ce n'est pas forcément des formations qui durent 4 heures. Hein, ça peut être très rapide. En tout cas, c'est le rôle du chef d'équipe, donc du pharmacien d'officine ou de l'adjoint qu'on peut déléguer, de s'assurer que la formation et l'information est bien passée chez tout le monde et que la prise en soin ou la prise en charge des patients est de qualité égale. Est-ce qu'il y a des formations à l'extérieur de l'officine? Donc, évidemment, il y a sur site ces formations, il y a du e-learning aussi qui existe et il y a le chef d'entreprise qui est un peu le chef d'équipe. Mais est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que c'est passé dans les mœurs d'aller se former aussi bien les pharmaciens que les préparateurs, finalement, des formations qui soient communes ou ça reste encore assez séparé? Non, non, alors, dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas la Covid, il y avait des formations donc à l'extérieur qui étaient proposées aux équipes. Et je dirais que c'est peut-être à la limite pas plus mal, parce que quand on fait des formations au sein de l'officine, eh bien, on est toujours dérangé parce qu'à un moment donné, il faut donner un coup de collier au comptoir et que forcément, on vient nous chercher pour aider. Et je parle pour toute l'équipe. Donc, il faut aussi privilégier le fait de pouvoir sortir de l'officine pour se former. Serge, les préparateurs en pharmacie, c'est un public que vous adressez. Vous êtes ancien président de la Société française d'études et de traitement de la douleur, très impliqué comme médecin de la douleur et vous dispensez des formations. Les équipes officinales, ça fait partie de votre public où il y a ce transfert de compétences et de connaissances? Alors effectivement, à la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui est la société scientifique qui regroupe un grand nombre de professions, il y a un groupe spécifique pharmacie. Alors, dans ce groupe pharmacie, on n'a pas fait le distinguo, hein, on ne demande pas si ce sont des préparateurs ou des pharmaciens, c'est le groupe d'intérêt pharmacie, puisque pour nous, c'est extrêmement important d'impliquer toute l'équipe officinale dans la prise en charge de la douleur. Comme on l'a vu lors de notre débat, c'est un des motifs principaux de demande de conseil en pharmacie. Donc, il faut vraiment qu'on commence à travailler dans ce domaine. Et ce qu'on applique ou ce que vous appliquerez en termes de formation, de transfert de compétences sur l'antalgie à l'officine, c'est finalement un process de travail, de collaboration et de formation qui pourra être appliqué dans d'autres domaines. Je pense à peut-être des algorithmes ou ces fameuses fiches dont parlait Béatrice. Oui, bien sûr, je pense que ça peut être appliqué pas seulement en douleur, hein, ça peut être appliqué dans d'autres pathologies et puis ça peut être appliqué aussi dans d'autres secteurs de soins, hein. On parlait tout à l'heure des kinésithérapeutes, des équipes aussi qui sont vraiment des sentinelles pour nous, des sentinelles sur les douleurs, hein. On sait que par exemple, le kinésithérapeute, souvent quand il y a trop de douleurs, il ne peut pas travailler et il attend que les patients aient moins mal pour commencer à les rééduquer. Eh bien, c'est pour nous des sentinelles. On a comme ça tout un tas de sentinelles de douleurs, le pharmacien, l'équipe officinale, le kiné, l'infirmière, pour lesquels il faut vraiment dispenser une formation de qualité pour qu'ils puissent bien sûr orienter les patients et dans un parcours de santé optimal. Juste peut-être, Gérald, pour rebondir sur les préparateurs, puisqu'on a eu pas beaucoup de questions sur ce sujet-là, je voudrais simplement rappeler que lorsqu'il y a une erreur de délivrance ou un problème, c'est la responsabilité du pharmacien qui est engagée. Et donc, vous comprenez bien qu'on a tout intérêt à former au mieux nos collaborateurs, adjoints ou préparateurs, pour minimiser le risque. Parce que, in fine, hein, encore une fois, c'est le pharmacien qui engage son diplôme et qui engage sa responsabilité. Oui, y compris pour des raisons de responsabilité médico-légale. Alors, effectivement, on a beaucoup de préparateurs et préparatrices qui nous regardent. Bonsoir, merci de reconnaître les préparateurs comme principaux collaborateurs de l'officine. Pensez-vous qu'il est nécessaire de changer de formation initiale pour mieux intégrer les nouvelles missions du pharmacien?
Évidemment. Est-ce que la formation initiale des préparateurs est en adéquation avec effectivement ces nouvelles missions et ce métier qui est en train de se transformer? On en parlera un peu avec notamment les CPTS, Ma Santé 2022. Ça va encore aller vers un rôle de l'officine clinique, le rôle du pharmacien clinique et donc du préparateur clinicien aussi. Alors, je vais essayer de, Béatrice? sans bafouiller, mais on voit bien que non, la formation aujourd'hui des préparateurs n'est pas en adéquation puisqu'il y a l'universitarisation des préparateurs qui va se mettre en place et je crois qu'il a commencé cette année. C'est donc qu'on a bien conscience et que les autorités ont bien conscience qu'il fallait, en termes de formation initiale des préparateurs, faire monter le niveau puisqu'ils évoluent en même temps que le métier de pharmacien évolue, eh bien, ils évoluent avec nous. Serge, l'universitarisation, c'est difficile à prononcer décidément parce que vous êtes professeur d'université, c'est quelque chose, un cursus dans lequel vous êtes impliqué côté fac de médecine justement? Oui, on a eu l'exemple des infirmières, puisqu'avant, il y avait ces fameuses IFSI, et depuis maintenant 5 ans, il y a une universitarisation des infirmières qui sont donc… voilà. J'ai eu le temps j'ai eu le temps de répéter, puisque j'ai beaucoup participé, j'ai beaucoup travaillé sur cette universitarisation des infirmières, où on fait donc des cours effectivement sur le médicament. Je dispense un cours sur le médicament de 20 heures sur le médicament pour les infirmières et en 3e année de leur licence d'infirmière. Et ça, au début, ça a été difficile. Je dirais que le plus difficile au début était de trouver des enseignants spécifiques. Mais je dirais que pour l'équipe officinale, on a déjà les pharmaciens. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour l'enseignement de l'équipe officinale lors de leur universitarisation. C'est un gain, c'est vraiment un gain en termes de connaissances et de savoir et de valeur de ce savoir. Oui, on voit bien qu'un des enjeux, c'est de structurer cette réponse et cette structuration de la réponse au comptoir, cette sécurisation, j'allais me dire, on parlait de responsabilité médico-légale, elle passe justement par la formation initiale, elle passe aussi par le développement professionnel continu, hein, ce fameux DPC. On y reviendra un peu dans la structuration de la réponse parce que j'aimerais bien, 2022, ça va être un peu un tournant avec ces fameux CPTS, hein, ces communautés pluriprofessionnelles, les territoires de santé. Ça peut probablement faire partie aussi du projet de la CPTS, un plan de formation un peu commun. On continue avec les questions. N'hésitez pas à les poser. On y répond en direct avec Béatrice Cléraz et Serge Perrault. Le paracétamol est très utilisé en automédication. Le grand public connaît-il les dangers hépatiques de cette molécule qui est trop banalisée? N'oublions pas sa toxicité. Est-ce que on en a un peu parlé dans l'émission et on a effleuré un peu le sujet d'Internet ou d'une éducation aux médicaments, Serge? On pourrait imaginer d'aller encore plus loin, une éducation à l'école, aller à l'école primaire, au collège, au lycée? Oui, tout à fait. En tout cas, pour répondre directement à cette question, le grand public ne connaît pas suffisamment les dangers de cette molécule, ça c'est clair. À l'heure actuelle, la première cause de greffe hépatique, c'est plus l'alcoolisme en France, mais c'est la toxicité du paracétamol, avec bien sûr des tentatives de suicide au paracétamol dans ces greffes hépatiques, mais pas seulement. Et le problème ici, c'est qu'on a un certain nombre de patients qui prennent le paracétamol en automédication, tout en prenant aussi du paracétamol en combinaison avec d'autres antalgiques de façon prescrite. Et donc, ce mélange ici, l'automédication avec les prescriptions, et c'est là encore une fois le rôle majeur du pharmacien qui va dépister ces deux modes de prise de médicaments, hein, où on voit qu'en même temps, le patient prend lui-même de son côté des médicaments hors du contrôle médical, mais c'est le pharmacien qui peut rattraper ça. Béatrice, j'imagine que vous confirmez. Et juste une petite précision, le DP, il est utile à condition qu'on l'inscrive dans le DP. Alors, donc, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit le professeur Serge Perrault. Bien évidemment, on a la mémoire courte, c'est-à-dire on s'est tous émus de ce qui s'est passé avec cette triste histoire de paracétamol. Et puis après, le naturel, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Il faut répéter aux patients, il faut réexpliquer. Et puis surtout, il faut bien dire que ce qui est évident pour soi n'est pas évident pour l'autre. Et donc, il ne faut pas avoir peur au comptoir de réexpliquer des choses qui nous semblent évidentes. Et vous l'avez abordé, Gérald, un des moyens, effectivement, de combattre, je mets ça avec des guillemets, le nomadisme, la surconsommation, les comportements déviants,
c'est dans la mesure du possible d'ouvrir les dossiers pharmaceutiques et bien évidemment de les alimenter et donc d'encourager les équipes officinales à demander la carte vitale quand c'est possible, même en automédication, et pour les patients et les patients à risque, notamment les situations à risque, de demander d'ouvrir le dossier pharmaceutique et de ne pas hésiter à donner sa carte vitale quand ils vont demander un conseil en pharmacie. Il faudrait que ça rentre dans les mœurs, en fait, ça, hein. Surtout que le DP a été un franc succès, en tout cas beaucoup plus que Bien le sûr. DMP Oui. à date. Ça peut changer, mais à date. Question, en tant que professionnel de santé, comment gérez-vous justement les patients qui s'automédiquent avec les médicaments de leur armoire à pharmacie lorsqu'ils sont chez eux sans médecin ou pharmacien? Alors, ça, c'est une réelle difficulté parce que quand on ne connaît pas les patients, on ne peut pas gérer. Alors, on peut poser la question, est-ce que vous avez des médicaments chez vous? Est-ce que vous avez déjà pris des choses, etc. Quand ce sont des patients qu'on connaît parce qu'ils ont des prescriptions, et le professeur Perrault l'a évoqué tout à l'heure, hein, où il y a du paracétamol de prescrit et qu'on voit les gens revenir avec une demande spontanée de paracétamol, eh bien, je crois qu'il faut essayer, je dis bien, de savoir s'il y a du stock à la maison. Mais le discours, c'est aussi comme les antibiotiques, hein, quand il en reste, avant de les utiliser, venez demander à votre pharmacien ou à votre médecin. Alors, le paracétamol est quelque chose qu'on banalise et donc les gens ont l'impression d'abord que à partir du moment où c'est prescrit, c'est un blanc-seing. Il faut rappeler que ce n'est pas vrai, hein, c'est important, et que quand on veut s'auto-médiquer avec des choses qui restent dans la pharmacie familiale, il faut quand même ne pas hésiter à avoir un avis pharmaceutique ou médical. Ou infirmier, parce qu'on a aussi des infirmières qui vont à domicile et qui font un formidable travail, je voudrais aussi le dire, parce que quand elles peuvent, elles font aussi un peu de ménage dans la pharmacie des patients. Donc, ça peut aussi être une possibilité de collaborer dans ce sens-là avec les infirmiers et les infirmières. Oui, surtout dans un contexte où les visites à domicile sont quand même maintenant un peu, se réduisent comme peau de chagrin. Serge, quelque chose à ajouter? On parlait, et vous parliez tout à l'heure du paracétamol caché, ou en tout cas les gens n'ont pas l'impression de prendre du paracétamol, et pourtant il y en a dans d'autres molécules, etc. Typiquement dans l'armoire à pharmacie, il y a sûrement certains médicaments qui comportent aussi du paracétamol, mal identifiés par le patient. Tout à fait, hein. Et régulièrement, on a même des patients qui nous citent une marque de paracétamol en disant celui-là il marche, mais l'autre ne marche pas. Donc, c'est très fréquent. Je voudrais juste signaler une initiative de la NSM et de l'Observatoire français des médicaments antalgiques qui a développé des fiches sur l'automédication et des fiches sur le bon usage qui concernent l'ibuprofène, le paracétamol, la codéine, et qui sont distribués par les médecins, mais je pense que ça pourrait être aussi distribué par les pharmaciens. Je ne sais pas si Béatrice les a vus. Est-ce que les pharmaciens ont pu les obtenir? En tout cas, elles sont très bien faites et je pense que là, ça peut être le genre de fiche que les patients prennent comme ça dans la pharmacie en libre accès. Oui, oui, vous faites bien de le rappeler parce qu'en fait, la SFSPO a été partenaire de ce projet et on avait à l'époque communiqué là-dessus parce que effectivement, les fiches sont très simples et rappellent les messages essentiels. Donc voilà, ça fait partie des outils. On a évoqué les outils tout à l'heure, des fois des choses très simples, mais qui marquent aussi les patients. Donc il ne faut surtout pas se priver de ce genre de choses. Ça plaide pour une éducation là aussi et dès le plus jeune âge. Alors, ce n'est pas une question, c'est une remarque d'un de nos téléspectateurs ou téléspectatrices. Les autres antalgiques ne sont pas sans risque non plus, notamment le risque hépatique. Le paracétamol est une molécule avec un bon rapport bénéfice-risque. Vous confirmez, Serge? Je dirais que c'est quand même à nuancer, hein. Il y a des populations, notamment chez les sujets âgés, faut faire attention. Le bon rapport bénéfice-risque, on sait que plus il y a une dénutrition, une amyotrophie, chez les gens âgés, le rapport bénéfice-risque n'est pas si bon. Et il faut faire attention de ne pas dépasser 3 grammes, voire quand il y a une dénutrition, de ne pas dépasser 2 grammes par jour. Donc là, l'index thérapeutique est faible. Et le rapport bénéfice-risque n'est pas si bon chez ces populations à risque, sujets âgés, dénutris, alcooliques, femmes enceintes, sont des populations où on parle beaucoup des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais le paracétamol aussi doit être utilisé avec précaution.
Mais globalement, comme tous les antalgiques, et ça plaide encore pour dire attention, ce ne sont pas des bonbons, c'est pas parce que c'est sans ordonnance que on peut faire n'importe quoi. Et Béatrice, c'est, j'imagine, le message que vous passez au comptoir en permanence. Oui, oui, oui. Je crois que ce qui ressort de ça, c'est que finalement, c'est pas tant la molécule active qui est le seul problème, Oui, c'est c'est le aussi terrain. l'usage qu'en font les gens. Et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que quelque chose qui rend service est un très bon médicament, et je ne parle pas que du paracétamol, hein, il y en a d'autres, peut devenir finalement un danger en fonction du contexte où il est utilisé et comment il est utilisé. Et ça, on ne cessera de le dire. Et puis, vous savez qu'on peut s'empoisonner avec de l'eau, Gérald, quand même. Hein. Exactement. On l'a vu d'ailleurs avec les campagnes post-canicule où les gens s'intoxiquaient à l'eau avec des hyponatrémies, parce qu'on leur disait buvez, 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 ils buvaient 5, 6 litres, etc. Et on s'intoxique effectivement avec des choses, y compris des produits naturels aussi. Dès qu'il y a une efficacité ou dès que ça sert à quelque chose, il y a le versant. Et là, en toxicologie, c'est la dose qui fait effectivement la toxicité. Question pour le rhumatologue. Ça tombe bien, on en a un avec nous. Serge, sur quels critères éliminer la possibilité que des douleurs rhumatologiques ne soient pas de nature bénigne? On a parlé beaucoup de ni surestimer, ni sous-estimer, ou les petits drapeaux rouges, etc. Comment on fait au comptoir, douleur rhumatologique, le petit drapeau rouge? Le drapeau rouge, je dirais, c'est surtout l'horaire des douleurs. Quand quelqu'un se réveille la nuit avec des douleurs très intenses et que ces douleurs ont un rythme qui va comme ça s'aggraver, je pense qu'il est très important que les personnes aillent voir un médecin. Si par contre c'est une douleur qui est surtout liée au mouvement, à l'activité, et qui ne s'aggrave pas, et qui dès qu'on se repose s'améliore, on peut être moins inquiet. Donc, c'est encore le bon vieux distinguo, douleur mécanique la journée et douleur qui réveille la nuit, rythme inflammatoire Voilà, lancinant, c'est ça? exactement, tout à fait. Remarque là aussi, le terme de préparateur ne me paraît plus adapté au contexte actuel. Qu'en pensez-vous? Ne faudrait-il pas les rebaptiser? Parce que là, dans ce que vous venez de dire, Serge, si c'est un préparateur qui reçoit au comptoir, il ne prépare rien du tout. En revanche, il détecte et il oriente. Oui, enfin, c'est vrai que c'est une remarque tout à fait judicieuse. Préparateur, c'est à l'époque où on faisait beaucoup de Préparation préparation magistrale. de médecine, préparation magistrale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme est inapproprié. Peut-être faudra-t-il lancer un concours pour trouver la bonne dénomination. Mais oui, effectivement, le terme paraît aujourd'hui désuet. Quand ça va peut-être être à la faveur l'universitarisation. Ben voilà, j'y suis pas arrivé encore, décidément. On demandera à Serge de nous le reprononcer. Ne pourrions-nous pas réaliser des vitrines récurrentes sur les bienfaits du paracétamol, mais aussi de ses dangers? Si, alors c'est vrai que c'est pareil, ça faisait partie des sujets qu'on avait évoqués quand on avait fait partie ensemble de la mission d'information. On sait Sur le que médicament, et c'était Agnès Buzyn qui avait exactement, piloté ça après voilà, l'affaire du Levothyrox. c'est ça, on sait que les vitrines de pharmacie sont sont un formidable moyen de communication et que peut-être il faudrait un jour consacrer une partie de ces vitrines à de l'information en santé et donc de l'information sur le bon usage des médicaments, les médicaments. Et ça fait partie aussi des souhaits du Conseil de l'Ordre. Et je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse tous collectivement pour tous ces messages. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que très sincèrement, quand on veut vraiment faire une vitrine de communication, d'information et de l'information pertinente, ça se construit. C'est pas quelque chose de naturel, hein. C'est un vrai travail. Et je pense que si on veut engager une profession là-dedans, il va falloir réfléchir à comment on peut aider. Alors, c'est les sociétés savantes, c'est l'ordre, voilà, c'est pour ça que je parle d'un travail collectif de réflexion pour que on puisse aider les confrères qui souhaitent se lancer là-dedans, à ne pas non plus, voilà, à ce que ça embolise, parce que comme vous le savez, on a aussi beaucoup de choses à faire. On l'a bien vu là pendant la pandémie, et il faudra trouver du temps aussi pour construire ces vitrines. Donc, c'est pas aussi simple que ça.
Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer que ce soit le pharmacien tout seul dans son officine qui fasse sa vitrine avec… Il faut aussi une uniformisation du message, un message percutant aussi dans la forme et dans le fond. Donc, ça veut dire que pour vous, c'est une campagne nationale ou des groupements au minimum qui pourraient passer ces messages-là? Oui, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse exiger que les pharmaciens consacrent une partie de leur vitrine à des messages de santé publique construits sans les aider, alors soit en passant par les groupements, soit de manière institutionnelle, par les facs, par les étudiants, pourquoi pas, mais voilà, de manière isolée, ça risque d'être très compliqué. La délivrance des médicaments de palier 1, notamment le paracétamol, est banalisée par les pharmaciens et l'équipe officinale. Comment engager les équipes dans le questionnement au moment de la délivrance? Est-ce que c'est si banalisé que ça? Et parce que depuis toutes les missions et depuis le début de notre discussion, on voit bien que c'est fondamental quand même le conseil, les quelques questions. Alors vous disiez 3 minutes pour convaincre, mais est-ce que c'est si banalisé que ça? Non, il y a un questionnement, il y a une démarche quand même au comptoir. Alors oui, il y a quand même, mais je comprends l'état d'esprit de la question. Il y a une démarche, il y a un questionnement. Après, il faut aussi comprendre qu'on nous a quand même réduit le champ des possibles, puisqu'aujourd'hui, en termes de réponse à une demande antalgique, on n'a pas tellement le choix, hein. C'est ou le paracétamol ou l'ibuprofène, la codéine ayant été relistée. Et puis, il y a eu cette période Covid où on nous a expliqué qu'il fallait éviter d'utiliser l'ibuprofène. Donc, qu'est-ce qu'il restait? Le paracétamol. Donc, ça a contribué à cette banalisation. Donc, je suis quand même relativement assez d'accord. Ça a contribué à cette banalisation. Et du coup, donc, il faut aller repartir et réexpliquer. Alors, on n'a pas parlé d'une chose, c'est que depuis quelques années, il y a quand même des alertes sur les boîtes de médicaments, et notamment cet effet hépatique, hépatotoxique, qui est signalé. Alors, vous savez, c'est comme quand on signe des contrats d'assurance, hein, on ne voit jamais la petite ligne. Eh bien, pour les boîtes de médicaments, ça a beau être, on ne voit pas. Alors, peut-être qu'en prenant la boîte, en expliquant les pictogrammes aux patients, c'est peut-être aussi ce travail-là qu'il faut faire pour éviter de banaliser les médicaments que l'on délivre ou que l'on conseille à l'officine. Oui, puis on voit bien que le questionnement, il n'est pas que sur les risques du médicament. Serge, on le disait, le questionnement, c'est aussi le questionnement sur le pourquoi de la douleur, quand elle intervient. Enfin, c'est sur un questionnement en amont, finalement, de la délivrance. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas que les doses, il y a la fréquence. Bien sûr, c'est très compliqué et ça prend du temps. Et dans une pratique officinale, ce n'est pas forcément facile. Voilà. On continue. Une question. Les patients stockent, entre guillemets, souvent les médicaments pour une future automédication. Ne faudrait-il pas les avertir de pouvoir vérifier les dates de péremption avant d'utiliser leurs médicaments? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose, vous voyez, ce que je vous disais, qui est évident. Et en fait, on n'y pense pas. Mais on devrait rappeler systématiquement la date de péremption parce que les patients, les clients, les usagers, on les appelle comme on veut, sont assez imaginatifs et créatifs et ont parfois des comportements qu'on ne soupçonne pas. Et donc, oui, c'est une très bonne remarque, je pense, effectivement, quand les patients nous disent qu'ils ont des choses chez eux, de vérifier la date de péremption des produits. Ça fait beaucoup de choses à vérifier en 3 minutes, ça, hein, le questionnement médical, Vous avez vu, l'évaluation, hein, la molécule, la date de péremption, etc. Serge, c'est si grave que ça de prendre du paracétamol périmé? Comme toujours, je pense que c'est une question de péremption. Je pense que si c'est quelques mois, je ne pense pas que ce soit très grave. On est sur un composé assez stable. Ce n'est pas du tout la même chose que pour des antibiotiques où là, par contre, il faut vraiment respecter des dates de péremption. Je pense, à mon avis, entre 3 et 6 mois, ça ne doit pas être très grave, hein. C'est comme les yaourts qu'on a dans notre frigidaire. On peut dépasser un petit peu sans problème. Entre la date limite conseillée et puis les dates limites obligatoires. Justement, c'est là que notre travail de conseil commence, même avec une molécule comme le paracétamol. Ce ne sont pas des simples vendeurs de boîtes, je crois qu'on le dit depuis le début, c'est-à-dire que ça va bien au-delà et c'est vraiment un accompagnement. Le terme d'automédication doit être bien compris. Il y a l'automédication réalisée seule chez lui par le patient et l'automédication grâce à une demande à l'officine. Comment relier les deux possibilités?
Ah, ça, c'est une question piège. Mais je crois que ça fait partie de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est toute l'éducation, j'aime pas trop le terme éducation, mais il n'y en a pas d'autres, ou la pédagogie qu'il faut faire auprès des usagers et des patients, et en rappelant encore une fois qu'un médicament n'est pas une substance comme une autre, voilà, et que il y a des consignes d'usage, d'utilisation, qu'on peut se soigner seul chez soi à condition de respecter un certain nombre de choses. Et puis on l'a évoqué au moment de notre échange tout à l'heure, les patients vont aussi chercher beaucoup d'informations sur Internet aujourd'hui. Je crois qu'il faut les engager quand ils trouvent de l'information qui n'est pas claire pour eux, ou voilà, de venir aussi nous questionner sur ce sujet-là. Donc, mais je pense qu'on peut aussi, on ne peut pas vouloir, si vous voulez, responsabiliser les gens et leur dire attention, il ne faut pas s'automédiquer tout seul chez soi. Non, voilà, je pense qu'il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir se soigner seuls chez eux. Oui, il y a un principe de réalité. De toute façon, l'automédication existe, on ne pourra pas l'arrêter. De même qu'Internet existe, les réseaux sociaux, etc. Internet, ça vous gagne du temps ou ça vous fait perdre du temps au comptoir et en consultation, Serge? Au comptoir, Béatrice, puisque vous avez la parole. Alors, ça dépend. Si la personne vient et ne démord pas de ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a trouvé sur Internet, ça va être difficile à convaincre. Maintenant, c'est vrai que l'idée, c'est quand même toujours d'engager le dialogue et de combattre les idées fausses que l'on peut trouver sur Internet. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face, en fait. Et je pense, enfin Serge le confirmera peut-être, que ça doit être pareil dans le cabinet du médecin. Tout à fait. Internet est devenu maintenant un interlocuteur essentiel. Hein. C'est le troisième homme de la consultation. Et donc, chacun vient avec sa bibliographie. Moi, je lis certains journaux, les patients en lisent d'autres, et je pense que c'est un partage. Donc, moi, je dis aux patients, parlez-moi, je leur demande même, hein, parlez-moi de ce que vous avez vu sur Internet pour les pousser, parfois parce qu'ils n'osent même pas le dire. Mais je pense que c'est important d'intégrer ça dans la consultation. C'est essentiel. Et en tout cas, on ne peut pas faire sans, on ne peut pas nier cette réalité-là. On a des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux maintenant, donc on est rassuré. Il y a peut-être un petit peu moins de forums, mais effectivement, il y a ce dialogue, il y a ces échanges de trucs et astuces sur les réseaux sociaux. Autre question, quelle typologie de patients sont plus susceptibles de mésusage avec les antalgiques et comment s'assurer au comptoir, quand on demande à un antalgique, qu'il maîtrise le bon usage? Alors ça, c'est la deuxième partie de la question, sera pour Béatrice. Mais Serge, quelle typologie de patients sont plus susceptibles de mésusage avec les antalgiques? On en a un petit peu parlé dans l'émission. Oui, ça a été fait, ça a été regardé. Hein, donc, déjà, les hommes sont plus à risque de mésusage que les femmes, qui sont beaucoup plus sérieuses. De base, les hommes sont moins bons à l'école, c'est ça? Voilà, ils sont un peu plus rebelles, ils ont envie de faire comme ils veulent et pas qu'on leur dicte quoi que ce soit. Donc, il y a les hommes, il y a les sujets plus jeunes, voilà, l'âge aussi, les patients avec des antécédents psychiatriques et les patients avec autres mésusages, c'est-à-dire quelqu'un qui sera alcoolique ou toxicomane, bien sûr, a des risques de reproduire les mêmes choses avec les médicaments. Donc, psychiatrie, autres mésusages et puis certaines caractéristiques démographiques. Et donc, du coup, Béatrice, ce sont des populations particulières que vous allez repérer, vous allez orienter plus facilement chez le médecin? Alors, c'est pas aussi simple que ça, c'est compliqué. Encore une fois, quand on connaît le patient, quand on a la chance qu'éventuellement il ait un dossier pharmaceutique ouvert, ce qui nous simplifie quand même la tâche, on peut engager le dialogue, expliquer, réexpliquer le bon usage, hein, puisque de toute façon, ça, c'est quelque chose que l'on doit faire de manière systématique. Après, je ne suis pas sûre qu'on puisse aller réellement beaucoup au-delà, sauf encore une fois, si c'est un patient qu'on connaît, quelqu'un de passage qui vient pour la première fois dans une officine, je ne suis pas sûre qu'on puisse facilement détecter qu'il y ait du mésusage ou qu'il y ait un contexte particulier. Question, on ne parle que des adultes. Quels sont les problèmes chez l'enfant? L'enfant, c'est souvent la fièvre. Hein. La demande, en fait, c'est pas tellement quand les parents viennent nous voir pour du paracétamol. Alors oui, il y a les douleurs dentaires,
effectivement du tout petit, et puis c'est essentiellement les problèmes de fièvre. Donc, et là, alors c'est intéressant cette question parce que là aussi, je crois qu'il faut qu'on reprenne, on a prévu de travailler sur le sujet avec des pédiatres, parce que ce que souhaitent les pédiatres aujourd'hui, c'est de rappeler que la fièvre, c'est un mécanisme de défense et qu'il ne faut pas forcément intervenir. Ça veut dire qu'il faut expliquer aux parents anxieux qu'il faut accepter que la fièvre monte jusqu'à un certain niveau s'il n'y a pas d'altération de l'état général de l'enfant. Et sinon, il faut effectivement administrer du paracétamol. Donc là, ça va être un autre travail à faire. Mais voilà, ce n'est pas le plus gros quand même de la demande d'antalgie qu'on a au comptoir. Je voudrais juste rajouter quand même, chez l'enfant, il y a une situation quand même de plus en plus fréquente, parfois donc méconnue, qui sont les migraines et céphalées de l'enfant. On sait que ça toucherait jusqu'à 10% de la population des enfants, avec un impact sur la scolarité, sur la vie de tous les jours. C'est parfois méconnu. Et donc, chez ces enfants avec migraines et céphalées, les problèmes d'automédication, d'antalgique, sont des problèmes très compliqués, déjà pour, je dirais, pour le médecin qui a un peu plus de temps, mais je dirais qu'en pharmacie encore plus. Donc là, chez l'enfant, quand on repère par le biais des parents un mésusage ou une surconsommation, je pense que là, vraiment, il faut adresser ces enfants dans des consultations spécialisées de migraine de l'enfant. Il y en a quelques-unes, mais c'est un vrai problème, la migraine chez l'enfant. Serge, dans l'émission, vous évaluez les patients à risque, en tout cas les patients potentiellement à réorienter. C'est 15%, c'est ça le chiffre à peu près? Oui, c'est ça. C'est 15% de patients où on repère quelque chose qui peut nous inquiéter, qui nécessite une analyse plus approfondie et peut-être des examens complémentaires, une IRM cérébrale ou d'autres examens. 15%, oui. Donc, ce n'est pas négligeable. Question pour les médecins ou le médecin. Les médecins sont-ils favorables à l'automédication? Alors, de façon globale, je dirais oui. Je pense que le médecin paternaliste qui voulait tout contrôler, c'est plus tellement maintenant notre façon de faire. Donc, les médecins sont favorables. Maintenant, est-ce qu'ils sont formés pour former les patients? Est-ce qu'ils sont formés à la gestion de l'automédication? Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Mais globalement, on est tous favorables à ce que le patient soit autonome, sache gérer ses douleurs au quotidien, oui. Béatrice, les médecins autour de votre officine, comment ils réagissent? Non, moi je pense, si vous voulez, que les médecins ne sont pas opposés à l'automédication du moment que ce n'est pas fait n'importe comment. Tout est question de mesures et de raison gardée. Mais je crois que, on l'a aussi évoqué, il va falloir à un moment donné qu'on arrive à communiquer, et notamment quand on réoriente le patient parce qu'on pense que c'est nécessaire, on ne peut pas le réorienter sans avoir eu éventuellement un contact avec le médecin pour lui expliquer ce qu'on a fait en amont. Donc, il y a aussi ce lien qu'on peut faire avec les médecins généralistes. Alors, sans tomber dans l'excès, on ne va pas tout à chaque fois communiquer quand on fait de l'automédication à la pharmacie. Mais voilà, dans des contextes particuliers, je crois qu'il ne faut pas non plus hésiter à faire ce lien avec le médecin généraliste. Et faire ce lien avec le médecin généraliste, c'est peut-être une fiche de liaison. C'est vrai que c'est une relation très descendante du médecin au pharmacien, ça s'appelle l'ordonnance. Et finalement, dans l'autre sens, il n'y a pas grand-chose. Non, mais c'est aussi un peu, si vous voulez, de la responsabilité des pharmaciens parce qu'on n'a pas la culture de l'écrit. Donc, même quand on donne des conseils à des patients, c'est très rare qu'on laisse une trace écrite. Et le DP, là ? Et le DP, oui, mais encore faut-il que le médecin consulte le DP, mais parfois juste sur une petite fiche, écrire pour le patient ce qu'on lui conseille, ce qu'on lui propose et lui dire si ça ne va pas mieux et que vous devez aller voir le médecin, amenez-lui ce papier parce qu'il verra au moins ce qui vous a été proposé. Et ça peut peut-être d'ailleurs avancer parce que ça peut peut-être éliminer certaines choses d'emblée. Donc là aussi, il faut qu'on puisse proposer à certains moments de laisser une trace écrite de ce qu'on conseille à l'officine. Et ça, question béotienne, question naïve, ça n'existe pas dans les logiciels d'aide à la délivrance? Alors, fiches conseils, moi, je ne sais pas, aux urgences, par exemple, quand je donne des conseils sur retour à domicile après un trauma crânien, on imprime une fiche sur les conseils de surveillance, par exemple. Alors non, peut-être que ça existe
mais j'en ai pas, enfin en tout cas moi dans celui que j'utilise, je n'ai pas ça, mais j'imagine que ça a dû être pensé. Après, voilà, je pense que c'est un travail à faire avec les éditeurs de logiciels qui puissent mettre à disposition effectivement ce genre d'outils qui sont d'une grande valeur et qui simplifieraient enfin, bien les choses, quoi. Il nous reste encore quelques minutes. J'ai parlé tout à l'heure des CPTS, des communautés pluriprofessionnelles des territoires de santé. Donc, c'est la pierre angulaire de Ma Santé 2022. L'idée, c'est qu'il y ait ces collaborations entre différents professionnels de santé sur un territoire, sur un bassin de population. Les CPTS, il y a des missions obligatoires et puis il y a des missions facultatives, des projets de CPTS. Est-ce que la douleur, l'antalgie, c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans ces projets-là? Alors, c'est plus en termes, on va aborder plutôt les pathologies chroniques plutôt que de parler de la douleur, mais on peut très bien imaginer que dans les missions facultatives, eh bien, certaines CPTS travaillent sur la prise en charge de la douleur chronique. Ça peut être tout à fait dans le projet de santé de certaines CPTS, mais pour rappeler, ces CPTS, elles répondent à un besoin du territoire où elles sont. Donc, s'il émane du territoire qui a un besoin en termes de prise en charge de la douleur, pourquoi pas? Donc, ça peut effectivement faire partie des missions optionnelles de certaines CPTS, bien sûr. Ceci étant, la prévention en santé fait partie aussi des missions des CPTS. Et moi, je suis convaincue que l'automédication peut permettre à des patients de réintégrer le parcours de santé. On peut faire de la prévention quand on fait de l'automédication et qu'on pourrait effectivement inclure cette thématique dans les thématiques de prévention en santé. Serge, au titre de la Société française d'études et de traitement de la douleur, la nouvelle réorganisation des soins en ville, parce que les CPTS Ma Santé 2022, c'est essentiellement, ça concerne les professionnels libéraux. Vous, en tant qu'hospitalier et société savante, vous êtes attentif, vous êtes disponible. Il y a déjà peut-être un groupe de travail qui est fait pour faire des ponts justement avec la ville. Alors oui, pour nous, il y a un élément essentiel. Alors, ça concerne moins les pharmaciens, mais c'est que les centres de la douleur, on est saturé, on ne peut pas répondre à la demande. Il y a 300 000 personnes qui sont suivies en centre de la douleur. Or, il y a plus de 6 à 7 millions de douloureux chroniques en France. Donc, il faut que le médecin généraliste soit un acteur dans cette prise en charge et on travaille pour valoriser la consultation complexe douleur. Il faudrait qu'il y ait une codification. Il y a des consultations diabète, il y a des consultations qui sont valorisées pour les médecins généralistes et on voudrait que une première consultation d'évaluation par le médecin généraliste en douleur soit valorisée en tant que telle, intégrant aussi justement toutes ces questions d'automédication. C'est un de nos projets. On va revenir sur Optimed 2 avec une question en disant l'objectif est d'améliorer les pratiques officinales. Vous nous avez parlé d'Optimed 2. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Béatrice? Oui, bien sûr. Alors, Optimed 2, c'est une étude dont l'objectif, et je le rappelle, c'est vraiment d'explorer les bénéfices d'une formation sur la douleur et les pratiques officinales des professionnels de santé en pharmacie, et notamment sur leur aptitude à gérer les patients qui se présentent à l'officine pour des douleurs et identifier des situations à risque. Alors, comment ça se passe? Parce que le recrutement des officines a démarré, même si ça démarre lentement. En fait, l'objectif, c'est d'avoir 400 officines qui participent, qui vont être réparties en 2 groupes. Et en fait, un groupe va suivre une formation, puis va être évalué. Le deuxième groupe ne suivra pas de formation, va être évalué, ce qui permettra d'avoir une comparaison. Ça, c'est la première phase. Et dans une deuxième phase, en fait, le groupe qui aura été formé va être divisé en 2. Un groupe va avoir des outils, un autre groupe pas d'outils. Et ensuite, on évaluera donc groupe avec outils, groupe sans outils. Et puis, le groupe qui n'a pas eu du tout de formation sera formé. Et on évaluera ensuite à plusieurs mois l'impact de cette formation. Donc, ce qui est intéressant dans cette étude Optimed 2, c'est qu'on va aussi avoir une évaluation d'impact de la formation. Et c'est important parce que, voilà, ce n'est pas le tout d'être formé. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cette formation? Donc, on a vraiment besoin d'avoir des officines volontaires. La SFSPO est partenaire de ce projet. C'est un joli projet parce que c'est la première fois qu'on va évaluer
ce genre de choses, hein, cette formation, et c'est des choses qui n'existent pas suffisamment à l'officine, alors que, voilà, moi je pense que les officinaux sont des pourvoyeurs de données en vie réelle qui sont absolument magnifiques et qu'il faut exploiter ça. Et avec cette étude Optimètre 2, eh bien, on va pouvoir exploiter cette richesse des officines en termes de données. Je pense que vous avez convaincu, parce que l'autre question, c'est quand et comment y participer. Alors, quand ça a démarré, hein, puisque le recrutement des officines a commencé, comment? Eh bien, nous, on va communiquer sur le site de la SFSPO, puisque on va aider le laboratoire UPSA, qui est à l'origine de cette étude Optimètre 2, pour le recrutement des officines. Donc, regardez sur le site de la SFSPO, c'est aussi l'occasion d'adhérer à la SFSPO, et je pense qu'il y aura d'autres communications à ce sujet, peut-être dans la presse. On va voir comment on fait, mais je crois qu'il faut vraiment y aller. En plus, si vous voulez, peut-être pour aller au bout de la démarche, vous savez qu'on est, Gérald, souvent l'attaque de la grande surface sur l'automédication, et que je pense que si on s'engage dans des process comme celui-ci, eh bien, ça nous permettra de résister et de montrer que les pharmaciens et les équipes officinales sont incontournables dans l'automédication et que ça doit rester chez nous. Serge, l'interprofessionnalité, j'imagine que vous l'appelez de vos voeux, c'est ce que vient de dire Béatrice, ce qui se fait actuellement sur la prise en charge de la douleur, l'amélioration des pratiques, ça ne pourrait pas se faire avec la grande surface, par exemple. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, ce programme Optimètre 2, on l'a construit, on a été une équipe scientifique où se mêlaient des médecins, des pharmaciens, mais aussi des associations de patients, parce que c'est quand même eux qui, à la fin, qu'on veut viser. Donc, ça a été vraiment un travail collaboratif, interprofessionnel, pour construire ce programme et pour montrer qu'on est tous autour du patient et qu'on est d'abord des professionnels de santé. On n'est pas des vendeurs de boîtes ou des distributeurs automatiques d'ordonnances. Voilà. Je crois qu'on va terminer sur ce message optimiste et puis sur cette étude, et je suis sûr qu'on présentera les résultats d'Optimètre 2, peut-être au prochain congrès Spot Pharma de l'année prochaine, peut-être en présentiel, on croise les doigts aussi, puisque Serge nous a présenté tout à l'heure Optimètre 1, et là, il y aura les résultats d'Optimètre 2. Et ce que je retiens, c'est que c'est ouvert et qu'il faut se rapprocher de la SFSPO qui vous permettra de participer à cette étude Optimètre 2. Béatrice, Serge, merci. C'était un bel exemple justement d'interprofessionnalité, de discussion. Et je repasse la parole à Jean-Yves pour le mot de la fin. Laboratoire UPSA. Merci Gérald. Oui, effectivement, c'est la fin de notre symposium UPSA. J'espère donc que vous l'aurez apprécié. Je remercie à nouveau nos orateurs ainsi que tous les participants à ce symposium. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées en direct, nous y répondrons dans les prochains jours via l'espace partenaire UPSA sur le site dédié du congrès Spot Pharma. Vous pouvez voir ce lien dans la chat box en bas de l'écran. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.